Béatrice, peut-être une réaction il y au aurait propos beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais d'abord merci, parce que même si c'était une critique, moi en tout cas je suis toujours très ouverte à la critique, mais ce que j'aimerais dire, enfin j'aimerais pas qu'on me fasse dire ce que je ne dis pas. De dire que que ce que j'ai dit tout à l'heure implique que quand on ne parle pas, ça veut dire que tout va bien, c'est un raccourci et je crois que c'est pas très... Enfin, on n'est pas tout à fait de bonne foi si vous dites ça. Ce que je voulais dire, c'est que quand nous parlons, nous ne considérons pas que c'est un moment de réjouissance pour le CICR. C'est un aveu d'impuissance. Maintenant, ça ne veut pas dire que partout où on ne parle pas publiquement, nous sommes très satisfaits de comment les choses se passent et de l'impact de notre action. De loin pas. Le fait c'est vrai, le droit en soi ne nous aide pas toujours. Et on est bien placé pour le savoir. Combien de fois on est confronté à un droit qui dit, mais qui ne dit pas suffisamment ou qui ne va pas assez loin et qui ne nous permet pas de nous appuyer sur quelque chose de plus concret. Cela étant dit, on a un mandat, et c'est ça qui fait aussi la spécificité du CICR, on a un mandat qui nous a été confié par la communauté des États, et c'est un mandat qui est aussi de défense du droit international humanitaire. Or, on n'est pas naïf, on sait bien que le simple fait de rappeler qu'il y a des violations et de les pointer du doigt et d'appeler les violations pour ce qu'elles sont et d'indiquer les coupables de ces violations ne va pas en soi changer fondamentalement le destin des victimes des violations. Mais un moment vient parfois où nous estimons que nous avons une obligation morale et juridique de nous prononcer par rapport à ces violations, tout en sachant qu'il y a plein de considérations d'ordre politique, et Gaza est un très bon exemple, qui font qu'on peut rappeler tout ce qu'on veut au niveau du droit, mais qu'il y a justement des choix politiques qui sont faits. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accompagné la dénonciation sur Gaza, et nous l'accompagnons déjà depuis pas mal de temps, d'un appel à trouver des solutions politiques qui permettent de mettre un terme à la situation. Parce qu'on sait très bien que le simple fait d'identifier une violation ne va pas changer le cours des événements en tant que tels. Mais ça peut aider. J'estime que dans le cas en exergue, ça a été utile et qu'aujourd'hui, si on assiste à une très petite et insuffisante amélioration de la situation sur le terrain, c'est aussi grâce à ce type de prise de position publique. Jean-Marie Fardeau, Human Rights Watch. Je reprends donc la question générale qui est pourquoi est-ce qu'on parle et quels sont les arguments qu'on peut utiliser pour penser faire changer une situation ou prévenir de nouvelles violations du DIH et des droits humains. On parle pour que les victimes ne soient plus victimes, pour que les victimes aient réparation et justice un jour, ou pour que d'une nouvelle victime ne soit pas les conséquences de tel conflit ou de tel régime. Et de ce point de vue-là, je ne connais peu de victimes qui n'aient pas envie que sa situation soit connue. En tout cas, quand il parle à des associations de droits de l'homme, je pense que la FIDH ou Amnesty ont la même expérience. À la limite, les victimes, elles sont parfois beaucoup plus imprudentes que nous en matière de vouloir faire connaître leur situation et vouloir que la communauté internationale fasse bouger ou empêche les violations commises par tel groupe rebelle ou par tel gouvernement, par telle armée, par tel ou tel acteur. Donc, en fait, ce problème les victimes, à ma connaissance, elles sont très, très, très partantes en général pour que des femmes violées au Congo, les victimes des villages brûlés géorgiens en Ossétie du Sud, ou les victimes au Sri Lanka, je peux vous dire que nous, ce qu'on a pu témoigner, c'est qu'elles souhaitaient que leur situation soit connue, et parfois en mesurant le risque que ça pouvait représenter pour elles. Je voulais quand même intervenir suite à ce que dit Ronnie. Nous pensons que le droit est un outil très puissant pour faire changer les positions politiques des gouvernements. Et nous pensons même que cette combinaison entre médiatisation
et référence au droit que nous pouvons que nous avons là un levier qui a démontré son efficacité dans pas mal de situations. Vous pouvez donner des exemples? Je pense que... alors, qu'est-ce qu'on va dire comme exemple précis ou la situation? Je pense que quand le prix politique est suffisamment élevé, je pense que c'est la situation Géorgie-Russie, un certain nombre de méthodes utilisées par certains groupes, notamment les milices ossètes dans la zone contrôlée par la Russie, ont arrêté un certain nombre d'exactions qu'ils menaient, parce qu'on a pu montrer ça au monde, le faire savoir, et que le prix politique était trop lourd à payer pour la Russie, d'être finalement complice de cette situation, puisqu'elle avait la capacité de la maîtriser, d'empêcher ces exactions. Et quand vous arrivez à ce que le prix politique, parce que d'un côté, la médiatisation et donc l'image du pays est compromise, l'image de la Russie en l'occurrence, et deux, le prix juridique pourrait être lourd à payer plus tard si des enquêtes ont lieu et qu'il est avéré que tel ou tel responsable est responsable de telle ou telle violation, donc est redevable devant un tribunal international, la CPI ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, ces outils... Pardon? Oui, tout à fait. Pas encore. Non. On va en parler. Il faudrait qu'elle se déclenche. Il faudrait pour ça que le procureur s'en saisisse ou qu'il puisse le faire. Karine en parlera sûrement mieux que moi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est bien d'accord que c'est un débat politique et c'est bien la question de la volonté politique des États ou des acteurs non étatiques à appliquer le droit qui est en jeu dans la protection des droits humains et du DIH. Et donc, nous estimons, nous, en faisant référence systématiquement au droit, que c'est une manière de prendre les États ou les acteurs variés à leurs mots, à leurs engagements, ou même quand ils n'en ont pas, les acteurs non étatiques, ils sont quand même censés respecter des règles de base du DIH. Nous estimons que c'est un outil, si ce n'est immédiat, au moins à moyen terme, parce que derrière, des démarches judiciaires peuvent avoir lieu, les victimes peuvent porter plainte, et on a des éléments objectifs pour faire changer et prévenir de nouvelles violations. Alors justement, sur cette question de la justice, ce que vous dites, Jean-Marie, m'amène à poser la question de la justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à dénoncer des faits, il commence à y avoir des témoins, des témoignages et des affaires qui peuvent être portées justement devant la justice. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est demandé justement par la plupart des témoins? Et est-ce que, dans ces cas-là, les organisations de droits de l'homme, après, il va y avoir certainement des différences en fonction de la façon dont chacune travaille, effectivement. Le CICR et des organisations humanitaires peuvent être amenées à collaborer avec cette justice internationale. Donc peut-être Karine Bonneau, donc de la FIDH.